dame qui est à côté. Bon, il faut qu'on essaie un peu... euh, Bonsoir. Voilà. Moi, c'est Bakary Diara. Je suis le président du cadre régional de concertation des organisations paysannes de la région de Sikasso. Et je suis secrétaire régional du bureau national de l'AOPP. Bon, maintenant, je ne sais pas, je voudrais poser un certain nombre de questions. Parce que ici, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas en tant que premier responsable des organisations paysannes de la région. Nous avons dit, vous avez bien dit, il y a le programme Sikasso Grenier, si je comprends bien. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris et je ne connais pas. Ça me pose un problème. Parce que là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. L'autre chose aussi, c'est que est-ce que vous savez que la région de Sikasso a une politique régionale de développement agro-silvo-pastoral qui est basée sur 9 filières. Quelles sont les différentes filières qui sont prises en compte dans votre programme? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, il y a un cadre institutionnel dans lequel Agra travaille? Parce que moi, je ne connais pas en fait Agra. J'entends, mais ça me pose beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, avec lesquels on est tous dans la même organisation. Et là aussi, je suis demandé sur plein de questions, même si ce n'est pas présent. Est-ce qu'il y a un cadre dans lequel Agra, on fait des débats autour de ce qu'Agra fait? Parce que ça aussi, je vais vous rappeler qu'on est dans un cadre aujourd'hui avec des orientations stratégiques données par les politiques, les collectivités, dans le cadre de la décentralisation, bien sûr, que nous avons des conventions avec les collectivités, qui fait qu'on est en train de travailler aujourd'hui pour la mise en synergie et avoir des choses claires dans la région. Malheureusement, je ne sens pas, je n'ai pas du tout nulle part senti. On a entendu. Bon, je vais poser aussi la question, est-ce que, Agrad, ils disent que vous travaillez avec les organisations paysannes. Est-ce que dans la région de Sikasso, vous avez la liste des organisations paysannes avec lesquelles vous travaillez concrètement? Parce que l'autre là, ça, je le connais. Parce que, d'abord, il avait été exclu de son organisation. Mais c'est Agra qui lui a donné de l'argent. Ça aussi, c'est une réalité. Peut-être qu'Agra ne sent pas pour diverses raisons, je ne sais pas, mais je sais que c'est cette situation qui est là. Quelqu'un qui a été exclu d'une organisation et que Agra a financé pour s'installer, donc peut-être au détriment de son organisation en ce moment. Est-ce que vous avez suffisamment d'informations pour faire le diagnostic des organisations avec lesquelles vous collaborez dans la région? Vous voyez. Bon, maintenant, est-ce que aussi, je vous demande les questions de semences dont on parle, que vous appuyez par rapport à ça, les semences hybrides et autres là. Est-ce que vous avez fait une analyse objective de la situation réelle de la région en termes de semences? Parce qu'il n'y avait pas FISEM sur lequel vous travaillez sur les traces de PAFISEM. C'était le programme national de filière sémencière sur lequel vous travaillez beaucoup. Et je pense que peut-être à travers ça, parce que je sais aussi que, bon, avec la direction de l'agriculture, le grenier là est affilié à la direction de l'agriculture, plutôt qu'aux autres cadres institutionnels officiels dans lesquels on travaille de façon durable. Donc ça, je vous remercie, je m'arrête là. Oui, mesdames, c'est la dernière question, parce qu'on est pris par le temps. Nous sommes pris par le temps. Donnez à celle-là. Yeah. Thank you very much. Mine is very short. Courte intervention. J'aimerais me remercier tout d'abord les organisateurs. Il y a 2 ans, au Kenya, nous avons parlé du genre et beaucoup les hommes et les femmes. Et je suis vraiment fière qu'aujourd'hui, l'AGRA, nous sommes les champions. Tout le monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a un programme. Donc, la recherche pour le développement agricole. C'est que nous devons aller sur le marché d'abord. Et une fois que nous allons sur le marché, on peut croître. Donc, en regardant le programme, on a l'impression que ça fonctionne. Mais les femmes rurales, nous vivons dans les villages et
Les femmes sont ici et là. Alors, il faut s'assurer que les femmes rurales, les femmes sur le terrain soient incluses dans ces programmes. Pas seulement pour dire les femmes sont présentes. Dans les zones rurales, on vit en pauvreté. D'accord, il y a un programme, mais il y a encore de la pauvreté. Donc, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, il y a encore de la pauvreté rampante là-bas. Donc, il faut faire quelque chose. Il faut que nous puissions prendre soin de nos enfants. Donc, faites quelque chose pour les femmes. Merci. Et non, c'est bon, on va essayer de répondre à ces questions. Nous sommes pris par le temps. On ne peut pas épuiser toutes les questions. On ne peut pas épuiser toutes les questions. Bon, franchement, il faut qu'on mette... Bon, donnez-lui, comme il insiste, donnez-lui, oui, et puis c'est fini. On clôt, sinon on va rester ici tard la nuit. Puisqu'il faut qu'on parte avec les convergences et les divergences. Gracias. Pues me da mucho gusto. Mi nombre es Eleazar García. Soy campesino de México. Je viens du Mexique, je suis un paysan. Et me da mucho gusto que se pueda hacer una... Je suis très heureux de pouvoir participer à cette réunion. Pour nous autres, au Mexique, il y a eu beaucoup de débats au niveau de la révolution verte et jamais il y a eu de débat par rapport à ce type de révolution. Donc je suis vraiment heureux de participer à une telle réunion entre paysans, paysannes et l'AGRA de l'autre côté. Et donc, j'aimerais vous faire part de ce que nous, entre paysans, quelle est notre expérience. Par exemple, ça fait plus de 40 ans qu'on a eu une révolution verte. Mais il n'y avait jamais eu de consultation auprès des paysans. C'était vraiment des propositions, des choses qui ont été imposées. Donc il y a eu un déséquilibre. Aujourd'hui, il y a deux types de paysans au Mexique. Tout d'abord, les paysans riches qui ont beaucoup de terres, qui produisent principalement pour la vente, pour l'exportation, et se concentrent très peu sur la consommation locale. L'autre catégorie de paysans, dans les zones rurales principalement, nous semons à petite échelle, nous cultivons à petite échelle. Nous n'avons jamais accès à ces technologies, jamais accès à l'information concernant les méthodes ou les technologies de semences qui existent. Donc, ce modèle d'agriculture au Mexique a entraîné beaucoup de problèmes pour l'environnement. Par exemple, l'eau, la révolution verte a généré une grande demande par rapport à l'eau. Donc il y a une contamination de l'eau, contamination du sol, contamination, pollution environnementale et des effets négatifs sur la santé des personnes. D'autre part, il s'agit d'un modèle d'agriculture qui a entraîné un déséquilibre, voire une disparition de la biodiversité. Dans ma région de la Mixteca, dans la région de Oaxaca, il y a une forte diversité de variétés de maïs qui sont adaptées aux différents types de climats, aux différentes altitudes. Et elles continuent à être produites sans aucun recours à des technologies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces semences qui sont en train d'être remplacées par d'autres semences, de nouvelles semences pour lesquelles souvent il faut beaucoup d'eau pour les cultiver. Donc voilà certains des effets qui affectent le secteur agricole et surtout les paysans, ceux les plus pauvres qui ont des revenus les moins élevés. Nous en sommes les principales victimes. D'autre part, cela a entraîné une forte dépendance, particulièrement lorsque les entreprises arrivent au début
ça s'est surtout noté au début, les entreprises arrivaient et offraient leurs paquets de semences autres aux paysans. Ils leur promettaient des résultats. Et les entreprises repartaient et donc en fait il n'y avait plus personne pour leur donner ces outils et les paysans devaient les acheter. Les paysans sont un peu considérés comme des personnes idiotes. On dit qu'ils ne connaissent rien, mais en fait il y a un grand savoir parmi la communauté des paysans. Et donc dans ces zones rurales, c'est grâce à son propre modèle ancestral agricole que les paysans ont pu résister. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, je voulais vous remercier de m'avoir invité et que ce débat ait pu avoir lieu pour évaluer quelles sont les options les meilleures, pour voir les différents modèles qui sont proposés, l'AGRA et les autres modèles. Je pense qu'il faut développer un modèle d'agriculture qui ne nuit pas à l'environnement, aux champs, à la santé de nos familles. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole, de m'avoir écouté. J'aurais pu encore vous dire beaucoup d'autres choses. Nous allons donner la parole à l'équipe d'AGRA. Nous avons eu à peu près 7 questions pour essayer de répondre à ces différentes questions. Donc Sylvia, avec le staff, vous avez ces questions. There have been a couple of questions about Il y a privatization eu of plusieurs seeds, the high questions cost sur of la seeds. privatisation des semences, le coût élevé des semences. Je m'excuse, il y a un moment où mon écouteur ne marchait pas bien. Donc si je rate un point, vous pouvez me rappeler. Concernant la privatisation des semences, nous, à notre niveau, on considère d'abord que l'agriculture est une activité privée. Toute l'agriculture est une activité privée. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Je dis que l'agriculture est une activité privée. Donc, s'il y a privatisation dans le privé, je ne vois pas où se trouve le problème. Deuxièmement, ce qu'on entend par privatisation des semences, c'est de trouver des fournisseurs dans le monde rural qui vont approvisionner ceux qui ont besoin de telle ou telle semence. Je dis bien ceux qui ont besoin, parce que en tant qu'activité privée, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à prendre votre produit. Donc l'option est là. Ceux qui veulent acheter la semence avec les producteurs privés le feront. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils trouveront d'autres moyens. Le reste, c'est au niveau de la loi du pays. Le pays va décider s'il autorise tel ou tel type de semences, les semences fermières comme on les appelle, ou bien les semences améliorées. Mais nous, ce que nous disons, c'est que pour résoudre les questions d'augmentation de la production agricole, et je ne connais pas les paysans qui disent qu'ils ne veulent pas augmenter la production. Je ne connais pas des paysans qui disent qu'ils ne veulent pas gagner de l'argent. Mais pour résoudre ces questions de sécurité alimentaire, il faut qu'il y ait beaucoup de semences. Et pour qu'il y ait beaucoup de semences, il faut qu'il y ait beaucoup de fournisseurs qui peuvent, en tenant compte de la bourse des producteurs, leur fournir un produit de qualité à proximité. C'est ça, les secteurs privés que nous encourageons. Ce sont des locaux, ce sont des producteurs comme vous. Ce ne sont pas des producteurs multinationaux qu'on vient appuyer. Ce sont des producteurs qui sont parmi vous. Mais c'est une option. Nous, on pense que c'est la bonne option pour avoir suffisamment de semences. Sauf si on n'est pas d'accord qu'il faut beaucoup de semences. Ça, on pourrait le discuter après. L'autre point sur lequel je voulais intervenir, c'est la question de
est-ce qu'on a fait une analyse objective de la région de Sikasso? Nous connaissons très bien la région de Sikasso, en tout cas dans le domaine des semences où moi je travaille. J'ai fait des dizaines de voyages au Mali et en particulier de la zone de Sikasso. Je sais ce que le préfet Sama a fait. Je sais l'historique de la semence au Mali. Et c'est sur la base de cette historique-là, sur la base des besoins qui sont apparents, évidents dans chaque zone, que nous on intervient pour appuyer tel ou tel groupement à faire des semences. Je vous ai dit que dans la région de Sikasso, moi je travaille avec un groupe qui est à Lutana. Je ne sais pas si le monsieur qui est intervenu, s'il parlait de ce groupe ou pas, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est sur la base d'un certain diagnostic, c'est de savoir quels sont les besoins des paysans producteurs dans la zone. Est-ce que c'est le riz? Est-ce que c'est le maïs? Est-ce que c'est le maïs, riz, sorgho, mil? Et voir qui est à mesure de prendre les technologies dans ce domaine-là, les technologies qui conviennent à cette agroécologique pour les multiplier et les diffuser, les commercialiser aux paysans. Mais le fait d'avoir une structure locale qui produit et qui commercialise dans un système de proximité fait que le coût des semences est moins cher. Et ça m'amène à la question que le monsieur qui a parlé du 60 000 francs pour 20 kilos de semences hybrides. Ça, hein, pardon, oui. Ça, ce n'est pas des hybrides maliens. C'est des hybrides amenés d'ailleurs. Ça n'a pas été étudié par l'IR. L'IR a sorti des hybrides qui s'appellent Mali 1, 2, 3. Il y a un qui s'appelle Wassoulou. Il y a un qui s'appelle Sama. Ils sont partis du maïs qui marche bien au Mali. Ils ont créé ça, ils ont testé ça dans les différentes zones du Mali. Il y en a qui font 10 tonnes à l'hectare. Et si ces hybrides-là sont produits, multipliés, je veux dire, et vendus par les producteurs maliens, ça ne peut pas coûter 3 000 francs le kilo. Ce n'est pas possible. Et surtout, les gens avec qui nous on travaille, qu'on essaie de professionnaliser pour faire la semence, on leur dit toujours, vous savez que le paysan malien est pauvre. Vous ne pouvez pas leur vendre des semences à un prix cher et dans des sachets de 20, 30, 50 kilos. Il faut que vous teniez compte des réalités sociales. Donc, en tout cas, on essaie d'appuyer les locaux, à créer les conditions locales pour produire les biens, les produits qui conviennent à la communauté. Et ça va aider à augmenter la production, ça va augmenter la richesse de tout le monde. Je pense que c'est le point que j'ai pris. Comme j'ai dit, je n'ai pas tout suivi à cause de mon écouteur, mais en tout cas, c'est sur ces points-là que moi j'ai pris sur les semences. Je vous remercie. Moi, je voudrais un peu peut-être ajouter quelque chose sur la question de la privatisation. Il y a une préoccupation que je comprends par rapport à la perte de contrôle. Si on est dans une situation où les gens produisent leurs propres semences, cultivent, gardent et continuent à cultiver, et qu'on passe dans un système où c'est tellement spécialisé qu'il faut aller acheter à chaque fois, je comprends la préoccupation. Je crois que c'est une préoccupation légitime. Maintenant, la question, c'est comment on le gère. Parce qu'on ne peut pas dire non plus que parce que quelqu'un d'autre le produit, on va rester avec des semences qui ne sont pas performantes. Je sais qu'on n'est pas en train de dire ça. Monsieur Diarra, le monsieur à côté de vous a une coopérative qui a démarré la production de semences au Burkina Faso quand ils ont libéralisé et que les paysans ne pouvaient pas trouver de semences à un prix abordable, c'était plus de 1500 francs le kilo. Ils ont créé une coopérative de producteurs, ils ont créé leurs propres semences pour permettre aux membres d'acheter à 500 francs. Vous pouvez me confirmer ou démentir. Donc la forme organisationnelle qu'on utilise pour produire la semence importe peu. Ce qui importe, c'est quelle est la structuration qui permet d'avoir de la semence de qualité dans les quantités qui sont désirées. Deuxièmement, alors, il y a quelqu'un, moi je ne suis pas un producteur, je n'ai jamais dit que j'étais paysan, j'ai dit que ma mère était paysan, elle est paysan, ça je suis désolé, mais je suis fils de paysan. Ne donnons pas l'impression que nos producteurs, nos parents ne faisaient pas de la recherche. Ce n'est pas la même chose qu'ils gardaient, il y a un processus continu de sélection et d'adaptation.
Je pense qu'il y a une préoccupation légitime de dire comment est-ce qu'on peut accompagner cette démarche. Et je pense que le directeur du santé des sols a dit qu'on est totalement ouvert à différentes alternatives de gestion de la fertilité. S'il y a des expériences, moi j'ai lancé des défis à mes collègues, on est tous de la région là, c'est nous dans nous. Si vous avez des expériences probantes de gestion de la fertilité qui sont différentes du schéma conventionnel, documentons-les et mettons-le sur la table. Comme ça, on a une discussion apaisée sur la base de faits. C'est le verdict des faits. Sinon, on va faire un glissement idéologique qui ne règle l'affaire de personne. Le doyen a dit hier, avant, ce sont les animaux qui allaient dans les champs. Et ça a créé beaucoup de conflits parce qu'ils allaient manger la production des producteurs. Maintenant, ce sont les champs qui vont vers les animaux. Ça veut dire qu'on est dans des dynamiques d'extensification. Nous n'avons plus l'articulation qu'il y avait entre l'agriculture et l'élevage. N'exagérons pas notre capacité de production de biomasse. Même si on veut passer à la culture fumière, est-ce qu'on a la masse critique? Est-ce qu'on a la biomasse qu'il faut pour le faire? Quel est le tonnage qu'il faut pour produire correctement? Est-ce que toutes nos régions ont accès à cela? Je pense qu'on est des pratiques. Moi, je suis ouvert à toutes les options, mais est-ce qu'elles sont faisables? Est-ce qu'elles sont à notre portée? Monsieur Diarra, je crois que je suis venu vous voir à Sikasso il y a 1 an. C'est soit vous ou soit votre collègue. Je vous ai trouvé chez vous dans votre bureau. Vous m'avez même donné un document de votre organisation. Donc je suis totalement au courant, parfaitement au courant de votre cadre. Le programme de Sikasso est en plein démarrage. En tout cas, FOSCA, en tant que programme, n'a pas encore sélectionné d'organisation paysanne pour Sikasso. Mais je sais que la coopération canadienne a fait un inventaire complet de toutes les organisations paysannes du Mali. Le document existe, je peux le partager avec vous. Quand nous disons que nous allons démarrer, nous avons fait une provision dans le cadre de l'intervention intégrée de Agra. Nous avons déjà des investissements sur la mise à disposition d'un réseau de boutiques d'intrants. Il y a des centres de prestation de services qui sont gérés par l'organisation Sasakawa. Personnellement, j'ai mis des ressources dans ce programme pour nous assurer que les producteurs ont leur place. Parce que la seule manière de le faire, c'est de s'assurer que vous avez accès à des financements. Et on est en prospection. Ce à quoi nous pensons, c'est que quand on est prêt, on va faire un appel d'offres. Parce que moi, je cherche aujourd'hui, mon travail, c'est de trouver des OP avec qui collaborer pour mettre en œuvre des solutions qui aident les producteurs. C'est ça la question. Ce n'est pas c'est mon boulot. Je ne dors pas parce que je n'en trouve pas. Donc, il n'y a pas de problème. Si on peut s'entendre sur des priorités qui sont gagnant-gagnant, on va cheminer. Et nous, on ne veut rien d'autre que quelque chose qui aide vos membres à gagner plus d'argent. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On est prêt. Je crois que nous allons faire un inventaire. Nous sommes prêts à prendre... Moi, j'ai déjà votre étude. On a discuté avec la SNV, qui est un de mes partenaires. Nous essayons de comprendre quel est le paysage institutionnel dans toutes les régions où nous intervenons. Et notre vocation n'est pas de créer de nouvelles organisations. Nous voulons travailler avec les organisations actuelles. Mais il faut qu'on s'entende pourquoi. C'est pour nous assurer que ce que nous faisons contribue à l'amélioration des revenus et de la sécurité alimentaire des membres. C'est la seule exigence que nous avons. Donc je voudrais m'arrêter là pour le moment. Well, we'll talk about the question about subsidy. On a parlé des subventions. Alors, sur les subventions, in Africa, en Afrique, government subsidized les États healthcare. subventionnent les soins de santé. Subsidize Ils subventionnent education. l'éducation. Government subsidize so many Ils things. subventionnent tellement de choses. The question I always ask myself Alors, la question que je me pose tout le temps, is what is wrong if c'est government qu'y a-t-il is de mal subsidizing agriculture? si l'État subventionne The l'agriculture? only place in this world where C'est le farmers seul endroit du monde don't have a crop insurance où les paysans n'ont pas subsidy for d'assurance farming pour leur récolte. is Africa. Alors, et il n'y a pas de subvention pour les paysans. Il n'y a qu'en Afrique. Or, le but d'une subvention, quelqu'un m'a demandé, est-ce que les subventions sont durables? Est-ce qu'elles sont viables? Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce que les subventions devraient être viables? C'est un moyen de vous permettre de retomber sur vos pieds.
Si vous êtes paysan, que vous produisez, et que le gouvernement intervient pour dire que je vais vous appuyer, et est-ce que ça veut dire que je vais vous aider pendant 100 ans? Non. Le gouvernement donne une subvention pour que le paysan soit en mesure de prendre le contrôle de son propre destin. Donc, quiconque me parle à moi, en tant qu'Africain, pour me dire pourquoi est-ce que les gouvernements africains mutualisent des ressources pour subventionner l'agriculture, la question que je leur repose, je leur demande, qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Est-ce que le gouvernement ne subventionne-t-il pas la santé, l'éducation et tellement d'autres choses? Alors, le problème, c'est que, comme on l'a démontré à maintes reprises ici, c'est que les paysans africains font face à des difficultés. Chaque fois que je vais au Ghana, je vais dans mon village et je vois tellement de jeunes qui quittent mon village pour venir à la ville parce que la terre ne peut plus les nourrir. Alors, que le gouvernement intervienne pour les aider, de sorte qu'ils puissent s'aider eux-mêmes, je ne vois rien de mal à cela et j'applaudirai des deux mains si le gouvernement a les moyens de le faire. La deuxième chose, chaque gouvernement le fait. Donc, puisque tous les gouvernements le font, pourquoi est-ce que c'est mauvais que les paysans africains en aient? Le deuxième problème, c'est que c'est la frustration des paysans de Sikasso. Alors hier, notre président était ici et il a dit qu'une des erreurs qu'a faite l'AGRA, c'est qu'elle n'a pas communiqué de manière efficace. Sikasso au Mali et dans 12 autres pays africains, nous avons véritablement fait un excellent travail. On a fait une analyse situationnelle. Le seul problème qui est intervenu, c'est que les gens qui étaient les organisations de recherche avec lesquelles on a contracté dans les pays où nous intervenons, ils ont administré les questionnaires d'AGRA. Alors, ils ont fait les profils des associations et on a fait un contrat avec eux. Et quand vous allez dans vos ministères, vous allez dans les gouvernements, dans beaucoup de zones, on a formé des fournisseurs d'intrants. Et on a dit que ce sont des projets financés par l'AGRA. Parce que l'AGRA ne réalise pas des projets sur le terrain. l'AGRA travaille avec des paysans, avec des fournisseurs d'intrants. Il y en a qui on finance des étudiants. Mais les étudiants ne vont pas au Mali. Et ils n'ont pas un t-shirt pour dire « Nous sommes des étudiants financés par AGRA ». Et donc, vous ne les verrez peut-être pas. Mais pendant ces 2 jours, on vous a dit ce que nous faisons. Et nous le faisons. J'aimerais que ma sœur de la Sierra Leone, vous m'avez posé la question, et je pense que c'est là qu'il y a la scission. Comment est-ce que l'association des femmes de Sierra Leone pourrait en bénéficier? Alors, il y a des responsables de programmes ici qui travaillent en Sierra Leone. Et je pense que dès que vous me parlerez, je vais vous mettre en rapport avec l'un d'entre eux. Les associations de paysans qui veulent et qui ont identifié un besoin et qui veulent l'appui d'AGRA, l'AGRA s'y prêtera volontiers. Une autre question que vous avez posée, c'était la première question. La privatisation des semences. Alors, il y avait un étudiant qui est venu ici, Vivien, pour dire que c'était quelqu'un que AGRA parraine. Elle vous a dit de la méthode, elle vous a parlé de la méthode. Elle a 300 paysans, 600 paysans. Dès que ceci sera, ces semences seront certifiées et produites et que les paysans les auront, je ne vois pas où est l'aspect des privatisations. Ce que fait AGRA, et je vous l'ai dit ce matin, et je me répète c'est encore, AGRA veut contribuer, on veut mobiliser des ressources, on veut faire des partenariats, on veut collaborer, quel que soit le terme que vous voulez utiliser, de sorte que l'Afrique soit dans la sécurité alimentaire et que l'on réduise la pauvreté en Afrique. 15 à 16 pays
peuvent se retrouver sur la voie de l'autosuffisance au plan alimentaire. Avons-nous toutes les réponses pour le faire? Non. Avons-nous la volonté de travailler avec d'autres pour le faire? Oui. Avons-nous des droits exclusifs à la solution innovante et créative de résolution des problèmes alimentaires en Afrique? Non. Est-ce qu'on empêche d'autres gens de le faire? Non. Non. Voici donc l'AGRA. On s'est adressé à vous pour vous dire comment nous procédons, et ceux qui veulent se joindre à nous pour qu'on ait une révolution verte en Afrique, nous vous accueillons les bras ouverts. Ceux qui veulent entrer en partenariat avec nous, nous vous ouvrons les bras. Ceux qui veulent travailler tout seuls, nous vous encourageons. De sorte que, à long terme, les gens, les enfants, les hommes, les femmes, que tout le monde en Afrique soit dans la sécurité alimentaire et qu'on puisse être en compétition avec les autres pays du monde. Merci. Alors, il y a une question qui a été posée par ma sœur, que j'aime beaucoup, mais je ne connais pas son nom, mais elle était très énergique. Elle a demandé qu'est-ce qu'il y a exactement dans les engrais. Peut-être, M. Sawadago, vous voulez dire quelque chose? Je crois qu'il y a un certain nombre de questions sur la vulgarisation et qu'est-ce que nous avons fait avec le projet Agra Microdose. Je disais que tantôt ce matin que c'est exécuté par des ONG qui encadrent des organisations paysannes. Et je disais qu'il y avait 50 organisations paysannes. Donc on a d'abord commencé par former des paysans formateurs, 5 par organisation paysanne. Et les ONG aussi ont continué de former. Donc on a formé pour un départ 300 paysans formateurs. Et ces paysans formateurs animent les champs écoles paysans. Et ces champs écoles paysans sont sur la gestion intégrée de la fertilité des terres. Donc, après les champs écoles paysans, ce sont ces mêmes paysans. Il n'y a pas de cadre de vulgarisation de la DERA ou autre chose. Non, tout est fait par les paysans. Les champs écoles paysans, les champs de démonstration. Ensuite, on organise des journées paysannes, on organise des visites interpaysannes, et puis les animations radio et télé. Les animations télé, très généralement, on fait appel à des professionnels de l'ORTM. Les animations radio, il y a des OP qui ont leur propre radio. Prends le cas de Tissala, prends le cas de Timissa. Ils ont leur propre radio. Ce sont ces paysans qui vont à la radio animer chaque opération culturelle. Ils vont à la radio. Prenez soin, à partir de tel moment, on doit faire ça. À partir de tel moment, on ne doit pas faire ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, c'est laissé à l'initiative de l'organisation paysanne. Bon, maintenant, le nom des organisations paysannes, je n'ai pas tous les noms, nous, on ne les a pas sélectionnés. Nous, on travaille avec des ONG, et ce sont ces ONG qui encadrent ces OP. Et si je prends la région de Sikasso, on n'a pas tellement d'ONG, mais si je prends SIG 2000, il y a Koloto, il y a Ngolo Nyanaso, il y a Diomatene, ainsi de suite là. Ça, c'est les OP de Sasakawa Global 2000. Donc, nous, on n'a pas créé d'OP. Maintenant, à Bougouni, il y a ECORD. ECORD a à peu près 3 ou 4 organisations paysannes avec lesquelles elles travaillent à Bougouni. Le reste, c'est-à-dire les 50 sont repartis entre les 3 régions. 4 régions. Il y a Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Pour le moment, Agra Microdose est sur ces 3 régions. Ensuite, on est en train de promouvoir le warrantage. Ils vont stocker, on donne la contrepartie, ils vont entreprendre des activités génératrices de revenus, on viendra payer la dette. Bon, et ça a permis à beaucoup de femmes d'entreprendre des AGR. Et cet argent-là, actuellement, on a à peu près 300 millions de francs CFA à la BRS. Quand le projet va finir, ces 50 OP vont toujours continuer leur travail.
Ensuite, il y a un fonds de roulement actuellement de 38 millions qui est entre les mains de ces 50 OP. Ces 38 millions, ils achètent des engrais, mais le remboursement, ça se fait avec des céréales. Ça, c'est, nous, on n'a pas imposé. Ça, c'est une organisation interne à l'OP. Même pour payer des engrais, ils vont négocier avec leur boutique, ils déposent l'équivalent en céréales et puis ils prennent l'engrais. Ça, c'est des dispositions internes prises par les OP. Nous, on n'a rien à voir dans ça. Bon, moi, je pense avoir couvert, à moins que j'en oublie. Il y a deux questions qui restent, Sylvia. Ouais. La question sur le budget et la répartition du budget entre les différents chapitres d'activité. Et aussi, il y a une question relative à la question de la participation qui a été posée par rapport à la Côte d'Ivoire. Certainement. Oui, oui. Il y a eu une question. Si, non. Il y a eu une question qui a été posée relative à une activité qui a été menée en Côte d'Ivoire où on a eu à collecter des informations, mais que plus tard, on n'a pas pu restituer les informations collectées. Et il voudrait savoir comment alors ces informations ont été utilisées et est-ce qu'il y a eu des dispositions pour que la même situation ne se passe dans d'autres pays. Je pense que la question a été bien posée. Les francophones pourront attester. Peut-être que les anglophones n'ont pas pu saisir à cause de la traduction. Bon, j'ai compris une question. Just a minute, sorry, I think just to clarify that AGRA does not have a program in Côte d'Ivoire. Il faudrait vérifier que l'AGRA n'a pas de programme en Côte d'Ivoire. On n'a pas de programme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne fait même pas partie de la liste des pays qui sont sur notre registre. On a déjà la liste. On n'a pas de programme en Côte d'Ivoire. On a la liste des pays dans lesquels on travaille. La Côte d'Ivoire n'y figure pas. Merci. Il faudrait donner un micro à la personne. Il faut un micro. Excusez-moi, il a été bel et bien dit qu'il y a eu des recherches et qu'en fin de recherche, le gouvernement n'a pas pu financer la finalisation de cette recherche et que les résultats ont été vendus au Kenya. Donc la question est que, est-ce que des dispositions ont été prises pour que des situations de ce genre n'arrivent plus? Voilà, la question est assez simple. C'était une introduction pour poser la question de l'importance de la politique et de l'importance du partenariat dans tout processus d'implémentation d'un projet de développement. C'est à ce juste titre-là que j'ai utilisé effectivement la référence en fait à la recherche sur le palmier à huile qui n'a pas reçu le financement nécessaire et l'attention nécessaire de la part de l'État, ni du secteur privé, ni des ONG. Et finalement, les résultats de la recherche ont été vendus aux Malaisiens. C'est donc une absence politique, une absence de partenariat qui ont contribué à cet état de fait. C'était surtout pour cela. Merci. Et ce matin, je n'étais pas parmi vous parce que j'étais à une réunion sur les engrais où avec deux organisations paysannes du Ghana, Peasant et Peasant Farmers Association, you know that, vous les connaissez, les Ghanéens qui sont dans la salle, et deux grandes associations, nous sommes partis où nous sommes en train de travailler en collaboration avec
le secteur privé, l'État et d'autres organisations pour voir comment est-ce que les structures du prix des engrais qui arrivent aux paysans, comment ils fonctionnent et quel advocacy, quel plaidoyer nous mettons en place pour que ces engrais puissent revenir moins chers aux paysans. Ça, c'est juste partager avec vous. La seconde chose que j'aimerais dire, et beaucoup me connaissent parce qu'on a déjà beaucoup travaillé à Selengue. Je vous ai dit que quelque part, ma première vocation, c'était être au champ. Et je l'ai raté, je suis tombé dans le domaine du développement. Mais chaque fois que l'occasion m'est donnée, j'essaie de voir qu'est-ce qui se fait de bien et qu'est-ce qui ne se fait pas de bien pour que mes parents, qui sont agriculteurs, ne tombent pas dans l'extrême pauvreté. Ceci dit, pour en venir aux questions des engrais, nous avons fait beaucoup de démonstrations ou bien d'études avec les paysans où, à chaque fois que nous voulons utiliser un engrais, nous essayons de voir, tester ce que les gens font au labo. On essaie de voir au niveau du sol, si nous voulons apporter un autre élément, qu'est-ce qui manque au sol avant de voir ce que nous pouvons y apporter. En d'autres termes, l'engrais c'est quoi? C'est comme vous et moi. Certains mangent de la pâte, bankou, d'autres mangent du gari, certains du foufou. C'est quand moi je veux me nourrir là, la plante là, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de ce N, de ce P, de ce phosphore là pour grandir. Comme vous et moi, nous avons besoin de l'eau, la plante en a besoin, on a besoin de taux, etc. pour grandir. Donc, c'est comme tout élément. Mais dans cet élément-là, il y a certains qui sont naturels. Certains qui sont naturels, qui viennent, que nous arrivons à fabriquer nous-mêmes. D'autres, on les synthétise pour que la plante puisse se nourrir et donner ce qui est nécessaire pour sa survie. Je vais donner également une autre image. Quand, par exemple, vous avez un produit pour traiter le paludisme et que vous l'utilisez en très grande dose, qu'est-ce qui vous arrive? Vous pouvez en mourir. Nous sommes d'accord. Lorsque, par exemple, vous êtes malade, vous souffrez de quelque chose, et vous utilisez un autre produit, ça peut vous causer d'autres problèmes. À Sikasso, par exemple, il y a un problème qui se pose, c'est le problème de l'acidité des sols. Moi, je ne cache rien aux gens avec qui je travaille. Pourquoi? Les gens ont utilisé en excès du sulfate d'ammonium. Lorsque, à un moment donné, les sols ont commencé par s'acidifier, on ne continue pas à utiliser un engrais qui a une prédominance acide, du sulfate d'ammonium. Ça acidifie et ça baisse le pH. Donc, en d'autres termes, c'est une question de connaissance. Si nous voulons utiliser un produit, il faut qu'on sache comment on l'utilise, pourquoi on l'utilise, à quel moment on l'utilise et quelle quantité on utilise pour que ça ne cause pas de dommages. Donc, bref, les engrais, c'est des éléments nutritifs. C'est comme ce que nous, les hommes, nous mangeons. C'est la même chose que les plantes aussi mangent. Donc, il faut leur donner juste ce qu'il faut et au bon moment et à la bonne période. Et nous qui les mangeons, on ne va pas souffrir et nos bêtes ne vont pas souffrir et personne ne va pas souffrir. Je vais être schématisé, je ne vais pas être dans la science. Donc, voilà ce que c'est les engrais. Et merci. Il y a une dernière question à répondre sur le budget et la répartition du budget entre les différentes activités. Je répondrai à ça. Donc, la question par rapport au budget. Je voudrais dire que notre année vient seulement de commencer. Le conseil vient seulement d'approuver le budget. Et donc, on a fait les calculs. Cette information est dans le domaine public. Donc, je vous encourage à contacter notre site internet www.agraalliance.com et vous aurez toute l'information. Si vous voulez une ventilation, je peux vous la fournir. Mais
il faut encore qu'on fasse les derniers calculs parce qu'il y a plus de 300 organisations qui en bénéficient et ça dépend également du nombre d'appels à bourses à subventions que nous recevons. Donc c'est difficile à vous dire précisément, mais on peut vous donner une indication des niveaux de dépenses concernant les niveaux d'allocation concernant l'agroforesterie, le pastoralisme. Nous encourageons les paysans à nous soumettre des propositions. Donc si on n'a aucune proposition sur l'agroforesterie, on ne va pas débloquer des fonds pour l'agroforesterie. Nous sommes une organisation qui octroie des bourses, des aides financières en fonction des projets, des demandes de projets. Nous arrivons à la fin de cette session et j'aimerais vous raconter une histoire qui découle du commentaire du collègue qui dit que souvent on prend les paysans pour des imbéciles. Alors, lors d'une réunion que nous avons eue au Ghana avec le président Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, à la fin de son mandat, eh bien, le président Obasanjo, qui est fermier lui aussi au Nigeria, eh bien, a changé son passeport, son titre sur le passeport de président à paysan. Ensuite, il s'est rendu au Canada et c'est intéressant par rapport à la perception qu'on a des paysans. Et je pense qu'il faut changer cette perception. Alors, quand il est arrivé au Canada, étant donné que sur son passeport c'était marqué paysan, eh bien les autorités canadiennes lui ont refusé son entrée, alors qu'il avait un visa. Un visa, c'était l'ancien président d'un des grands pays de l'Afrique, mais parce que sur son visa c'était marqué paysan, eh bien l'entrée au Canada lui a été refusée. Alors, on parle de production, problématique de production, mais il y a aussi le problème lié à la façon dont les paysans sont perçus. Il faut reconnaître que la contribution des paysans au développement à l'Afrique est importante. Et c'est pour cela que l'AGRA s'est lancée dans une campagne afin de parler de la dignité des paysans. Les paysans nourrissent le continent, ils changent le monde, ils font bouger les choses. Que vous cultiviez un acre, un demi-hectare, un hectare ou plus, il faut que vous soyez reconnus, respectés pour le travail que vous voyez. Voilà, je voulais conclure sur ce mot. Maggie. Alors, je m'excuse, mais je voulais réagir, ajouter une phrase, un paragraphe par rapport à l'allocation, l'attribution du budget de l'AGRA. Je pense qu'il faut savoir qu'on dégage des priorités par rapport à des programmes qui, par exemple, font la promotion de gestion intégrée, qui font la promotion de la santé des sols, etc. C'est comme ça qu'on dégage les priorités en matière d'attribution budgétaire. Les membres du comité gestion des subventions seront d'accord avec moi pour dire que pour tous les projets subventionnés, eh bien, tous ces projets ont un aspect qui traite de la culture intercalaire, de la rotation des cultures, entre autres. Certes, les engrais sont une composante, mais une part significative de la subvention sont envoyés pour des projets dont les éléments fondamentaux sont biologiques avant tout. Peut-être le docteur Bachir dit Sylvia pourrait réagir parce que c'est des informations importantes. Nous vous partagerons les informations. Entre-temps, je vous encourage à aller voir notre site internet. Ok, donc nous venons de boucler cette série de questions. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont encore des questions. Je pense que ces questions pourront être, si véritablement ils tiennent à des réponses, on va trouver encore une plage pour y revenir. Mais pour cela, il faudra d'abord qu'on reste dans notre agenda pour essayer de boucler les raisons pour lesquelles nous nous sommes retrouvés ici. Alors, donc, comme je le disais, il y a toute la question maintenant d'analyse des différentes informations qui ont été reçues ça et là. Comment nous pouvons mettre à profit ces différentes informations
trouver nos points de convergence et nos points de divergence. Et avant qu'on ne se sépare, les partager. On l'a dit ici, il s'agit d'une question qui tient à cœur à nous tous. Seules les démarches certainement diffèrent à des endroits précis. Certaines questions sont d'importance pour un groupe, elles ne l'est pas pour l'autre groupe. Donc, je pense qu'en dégageant les convergences et les divergences, on pourrait encore revenir sur des questions de fond, des questions essentielles, et je suis désolé de le dire, ce ne sont pas des questions banales d'idéologie, ce sont des questions centrales. On ne pourra faire un choix quand on ne sait pas là où on va, avec quel acteur, avec quels moyens. Ce sont des questions fondamentales qu'il faut nécessairement qu'on en discute parce qu'il s'agit du devenir de l'Afrique. L'agriculture est une activité pluridimensionnelle. Nous ne pouvons pas analyser cela à la légère. Donc, ceci étant dit, les questions restent ouvertes, mais pour le moment, il faut qu'on voit et que tous comprennent la méthodologie. Nous avons proposé la démarche suivante. Nous allons constituer un groupe de paysans ouest africains qui vont se réunir et dégager à partir des informations qui ont été reçues, quels sont, selon leurs pratiques, les faits qui les rapprochent de ce que fait AGRA et quels sont les points qui font qu'ils ne se retrouvent pas dans les propositions d'AGRA. Je pense que ceci est fondamental et ensuite on va ramener ces analyses en plénière, on va les débattre pour essayer de comprendre. Donc, voilà ce qui se passe et je pense qu'on va essayer d'aller vers l'organisation pratique de ce groupe pour voir comment on peut aller, parce qu'il faut nécessairement qu'on démarre cette activité, que déjà vous puissiez vous retrouver dans cette activité avant qu'on ne se sépare, quitte à ce que demain matin, on puisse reprendre cela. Oui, Barry? Madame? En fait, j'ai un commentaire à apporter, si vous me le permettez. Je dois vous quitter ce soir, je repars aux Pays-Bas, donc c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de vous dire quelque chose. Tout d'abord, j'aimerais vraiment vous féliciter tous et toutes. Toute la journée, je vous ai observé, j'ai observé ce qui se passait. Mon souhait, c'est que ce type d'événement se reproduise davantage. Parce que, comme vous le savez, peut-être, Oxfam Novib est une ONG internationale qui n'a pas 5 ans d'existence, mais 56 ans d'existence. Donc, voilà. Je suis une dame âgée. Et nous avons travaillé depuis plusieurs années, est également une organisation qui octroie des subventions en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et Oxfam Novib a beaucoup d'expérience. Un élément important que nous n'avons pas réussi à saisir à Oxfam Novib, c'est d'être transparent et de rendre des comptes auprès des personnes dont vous servez les intérêts. Ce qui s'est passé aujourd'hui ici, c'est que vous, les paysans, les paysannes, eh bien, vous avez posé des questions difficiles. Vous demandiez des comptes à l'AGRA. Et ça, c'est formidable. C'est une chose formidable et bravo. Et j'aimerais que davantage de personnes le fassent, que ça se reproduise encore dans d'autres domaines. J'aimerais également dire que je suis très impressionnée
par les membres, le personnel de l'AGRA. Le président était présent. Vous étiez hier ici, vous êtes ici aujourd'hui, vous serez là demain et vous avez répondu à toutes les questions avec sincérité sur la base des informations dont vous disposez. Donc j'aimerais également vous féliciter. Vous avez donné un bel exemple et beaucoup. Donc on applaudit également l'AGRA. Et nous savons tous que la problématique dont nous parlons, la sécurité alimentaire en Afrique, l'avenir de l'agriculture, cela dépasse le seul continent africain. C'est une problématique fondamentale. Alors, en commençant à identifier les points sur lesquels on tombe d'accord, vous êtes d'accord? Ça, c'est la première étape. On est tous d'accord pour dire que c'est la priorité la plus pressante, que c'est un problème qui nous touche tous, un thème qui nous touche tous, que c'est important pour nous tous, pour l'avenir de l'Afrique, et qu'il est formidable de pouvoir dégager des points de convergence et également des points de divergence. Et donc, il faut essayer de gérer tout cela ensemble. Et ne donnez pas de l'espace à des intérêts extérieurs aux vôtres, de s'ingérer dans vos affaires. Tout d'abord, il s'agit avant tout des paysans, des paysannes, des personnes, des individus. Ils sont au centre de ce qu'il faut faire, des actions. Donc, je vais repartir aux Pays-Bas avec ce sentiment formidable que j'ai trouvé ici beaucoup d'alliés. Parce que la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim, c'est quelque chose qui anime Oxfam Novib depuis plus d'une cinquantaine d'années et cela continuera à l'être. J'ai donc rencontré ici des alliés fantastiques. Merci beaucoup et j'espère que demain vous aurez notre bonne journée. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Nous souhaitons un bon retour à Karini et aussi bon courage pour tout ce que leur organisation continue de faire à travers le monde. Donc, pour revenir à cela, Barry, si tu peux donner, oui, plus d'explications. Karibari, je suis membre du comité de pilotage. Alors, à l'issue de ces 2 jours de discussion, donc depuis hier, on a reçu la présentation de la vision Agra, ensuite la présentation des producteurs et des productrices, et aujourd'hui le programme d'Agra, avec tous ces échanges. Alors, la proposition qu'on fait à ce niveau, c'est d'utiliser un canevas et de proposer de mettre en place 3 groupes. Je complète ce que vient de dire Madame, pour que chaque groupe essaie de relever sur la base des discussions les points qu'ils pensent être des points de convergence. Et le premier groupe, si je disais, c'est les producteurs de l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième groupe, c'est Agra. Et le troisième groupe, c'est les producteurs du monde, donc les personnes qui sont venues d'autres zones du monde. Aussi, ils ont eu un regard par rapport à toutes ces discussions et de leur point de vue. Aussi, ils ont écouté et qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Donc, l'idée, c'est d'utiliser cette fiche-là. En fait, cette fiche, c'est quoi? C'est simplement une reprise des 5 points spécifiques des discussions. Batra, tu peux regarder le tableau là, tu vas juste en haut, juste pour que les gens regardent. Tu sais que le tableau est haut. Donc, l'idée, donc, c'est de donner un temps à chaque groupe d'aller se voir et de relever ces points. Et on fera une plénière qui va nous permettre donc de mettre tout ça ensemble. Et ça nous permettra d'avoir un document de travail et sur la base duquel on peut poursuivre les discussions pour s'entendre sur le point de convergence.
Alors, comme il fait tard, il est difficile de... Bon, c'est demain qu'on va aborder les questions de divergence, mais ce serait intéressant en tout cas. Comprendre, je ne sais pas quel temps, madame, vous donnez au... parce qu'on a... normalement, c'est 17h30, mais on a dit qu'on peut aller peut-être jusqu'à 18h. On va aller jusqu'à 18h pour essayer de travailler au moins 30 minutes. Est-ce qu'on peut utiliser donc 30-40 minutes pour faire l'exercice et revenir en salle pour que chaque groupe puisse présenter ses éléments et on fait une discussion là-dessus pour terminer la journée. Voilà la proposition qu'on fait. Je voudrais vous dire que je dois vous quitter parce que il faut que je me rende à Nairobi. Ma belle-mère est décédée hier, donc il faut que je parte à Nairobi. Donc je ne serai pas là pour la suite des délibérations, mais en tous les cas, j'aimerais remercier Michel et son équipe pour cet événement. Et je vous souhaite bonne chance pour le reste des délibérations et grâce à Dieu, j'espère que nous nous retrouverons à nouveau. Je pense que les collègues francophones ont bien compris ce qui s'est passé avec la collègue de Agra. Elle a perdu sa maman. Donc, nous tenons à lui présenter nos condoléances les plus sincères et nos encouragements pour faire face à cette situation très douloureuse au nom de toutes les délégations du Mali et ailleurs. Tous nos sympathies et que l'âme de notre chère maman repose en paix. Nous souhaitons bon courage à Sibia. Ce que je voulais ajouter, les 5 points sur lesquels la discussion va se focaliser, ce sont les 5 programmes, les 5 points de travail du programme AGRA. Donc c'est ce que nous, parce que c'est les mêmes choses, les mêmes préoccupations de part et d'autre. Donc il s'agirait de voir quelles sont par rapport à chaque point les convergences et quelles sont les divergences. C'est le même programme de part et d'autre.